Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour. Je vous présente Élodie Joanneau, Bonjour. qui travaille au sein du cabinet Montbon Patrimoine depuis plusieurs années déjà. Et je m'appelle Patrick Fontan, donc je suis gérant du cabinet depuis une douzaine d'années. On vous reparlera de nous un petit peu tout à l'heure. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter les solutions pour que vous puissiez souscrire à des contrats d'assurance vie performants. Et pour pouvoir arriver à cet objectif, on va examiner quatre points. Le premier, c'est de savoir, de connaître les grands principes de l'assurance vie et de voir comment un Français qui réside à l'étranger, surtout dans des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, peuvent avoir accès aux contrats d'assurance vie. Ensuite, on abordera toute la partie sécurité du contrat d'assurance vie, qu'il s'agisse de contrats ouverts en France ou au Luxembourg. Ensuite, dans un troisième temps, on vous précisera un petit peu comment fonctionnent les contrats d'assurance vie. On verra à ce moment-là qu'un contrat d'assurance vie qui est ouvert en France, il n'a pas du tout le même type de fonctionnement qu'un contrat d'assurance vie qui est ouvert au Luxembourg. Et dans un dernier temps, on regardera comment vous allez être mangé par la fiscalité, si tant est que vous le soyez, soit en France, soit au Luxembourg. Voilà un petit peu les quatre thèmes de votre webinaire. Il devrait durer au maximum une heure. On va faire en sorte, en tout cas, de limiter nos bavardages et d'être le plus précis et le plus concis possible dans nos explications. Si vous avez des questions à poser, je vous invite à utiliser la fonction questions-réponses. Et donc, nous répondrons aux questions en fin de webinaire pour pas que ça perturbe le déroulement de notre conférence. Donc, on a dit qu'on allait commencer par euh, exposer les grands principes de l'assurance vie. Donc, Elodie est une spécialiste. Elle va vous expliquer comment ça marche, quels sont les avantages de ce produit et comment il est accessible aux Français qui résident à l'étranger. Elodie, on vous écoute. Alors, pour commencer, les grands principes de l'assurance vie, ce qu'il faut comprendre, c'est un contrat d'épargne qui va vous permettre de capitaliser en tant que souscripteur auprès d'une compagnie d'assurance. Et également, cette particularité d'être ouvert auprès d'une compagnie d'assurance vous permet de pouvoir désigner un bénéficiaire qui soit au sein de votre famille ou en tout cas hors de votre foyer familial pour pouvoir lui verser un montant lors de votre décès. Si on peut dire en tout cas. Voilà, donc c'est un contrat tripartite Ouais. et c'est un contrat qui a l'avantage aussi de permettre de déroger en quelque sorte aux règles traditionnelles de succession. Oui, on verra de toute façon après par la suite. Alors, pour les Français de l'étranger, comment ça marche? C'est vrai que pour les Français de l'étranger, souvent lorsque je fais mes rendez-vous, le premier constat qui est assez flagrant, c'est que vous avez un refus en fait auprès de votre banque qui a du mal en fait à suivre la clientèle de non-résidents étrangers et qui vous dit que dans tous les cas, ce ne sera pas possible d'ouvrir un contrat ou en tout cas d'être suivi. C'est pas forcément le vrai. Bien évidemment, toutes les compagnies d'assurance ne travaillent pas avec les non-résidents, mais on a réussi à identifier quelques partenaires, en tout cas, qui nous accompagnent. Alors, d'un point de vue, on va dire, administratif, forcément, votre dossier va passer en conformité, va pas être validé directement, donc ça demande un petit peu plus, en tout cas, de vigilance et de préparation. Mais dès lors qu'on a tout bien préparé en amont, il n'y a pas de sujet, en tout cas, pour pouvoir y avoir accès, si on remplit bien, en tout cas, les critères. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que Elodie a identifié des assureurs français performants, pas beaucoup, hein, il y en a trois ou quatre, qui acceptent de travailler avec les Français qui habitent à l'étranger, et y compris en ceux qui n'habitent pas dans l'Union européenne, et qui proposent des contrats performants et modernes, dont on parlera tout Oui. à l'heure, parce que s'ils proposent des contrats pas intéressants, c'est peut-être pas la peine de travailler avec ces compagnies-là. Et au Luxembourg,
pour les contrats souvent de montant plus important. On a aussi des partenaires privilégiés qui acceptent de proposer leurs produits aux Français qui n'habitent pas en France et qui ont émigré de l'Union européenne. Le plus Voilà. souvent, ceux des contrats modernes qui arrivent en tout cas à s'adapter à cette clientèle-là où vous êtes demandeur, hein. C'est vrai que c'est plus souvent les anciennes compagnies qui ont du mal à se moderniser et du coup, ça vaut tout à fait le coup, en tout cas, euh, d'avoir accès à ce type de contrat. Alors Qu'ils soient maintenant, français ou français. Enfin, donc maintenant qu'Élodie vous a affirmé et garanti que vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance vie performant en France ou au Luxembourg, on va regarder maintenant les différentes caractéristiques d'un contrat d'assurance vie et on va commencer par les risques auxquels vous pouvez éventuellement vous exposer quand vous ouvrez un contrat d'assurance vie, ce qui est la première question qui vient naturellement. Alors, il faut bien comprendre qu'un contrat d'assurance vie, c'est une enveloppe. Et c'est vous qui allez, vous, avec notre conseil ou le conseil de votre banquier ou de nos confrères, c'est vous qui allez choisir la composition de votre contrat d'assurance vie. Donc, on voit bien qu'il va y avoir deux types de risques qui vont s'ajouter quand vous allez souscrire votre contrat d'assurance vie. Le premier risque, il est lié au support que vous choisissez, dans lesquels vous choisissez d'investir. Alors, si vous choisissez d'investir dans des actions américaines le 30 mars, avant que Donald Trump annonce les tarifs douaniers, ben vous apercevez 2 semaines après que votre contrat il a perdu 10%. Donc c'est pas vraiment lié au contrat d'assurance vie, c'est lié au fait que vous avez choisi d'investir sur des actions américaines. Et donc là, c'est un domaine qui est assez classique en finance. Il va falloir que vous choisissiez les supports en fonction du risque que vous êtes capable de supporter et en fonction de l'objectif en termes de performance que vous souhaitez avoir. Évidemment, plus vous souhaitez gagner d'argent, plus il va falloir vous exposer à une certaine volatilité et donc du risque, et plus vous avez intérêt à avoir un horizon d'investissement lointain. Si votre horizon d'investissement est 1 ou 2 ans, vous n'avez pas intérêt à prendre beaucoup de risques, mais vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est le premier type de risque. Le second, il est lié au contrat d'assurance en lui-même. Et c'est sur quoi on voudrait insister maintenant, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur la France, sur le Luxembourg. Et avant de rentrer dans le détail du fonctionnement des contrats d'assurance vie, on voulait vous faire un petit focus sur cet aspect sécuritaire. Alors, on va commencer par les contrats d'assurance vie que vous pouvez ouvrir en France. Donc, le premier risque auquel vous pensez quand vous souscrivez votre contrat d'assurance vie en France, c'est qu'est-ce qui se passe si mon assureur il fait faillite? Alors, il y en a, je n'ai pas le souvenir que ces 30 dernières années, il y a eu des assureurs en France qui aient fait faillite, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. C'est pas parce qu'il n'y en a pas eu les 30 dernières années qu'il n'y en aura pas les 30 prochaines. Donc déjà, sachez que votre épargne en France, elle est garantie à hauteur de 70 000 euros par assuré et par compagnie d'assurance. Et cette somme de 70 000 euros est augmentée à 90 000 euros si vous êtes dans la phase où vous avez choisi de ne plus épargner et de consommer votre contrat d'assurance vie sous forme de rente, hein, ce qui est une option que Élodie nous dira tout à l'heure, qui est possible en assurance vie. Donc, en tout cas, votre épargne, 70 000 euros, entièrement garantie en cas de faillite de l'assureur. Mais il y a un deuxième niveau de protection. Les pouvoirs publics en France vont faire en sorte que l'assureur ne puisse pas tomber en faillite. Ça a marché puisqu'on a vu que c'est pas des cas qui arrivent très souvent. Donc, comment on fait pour assurer la pérennité des assureurs? Il y a une réglementation européenne qui s'appelle Solvabilité 2, et cette réglementation, la première chose, c'est qu'elle va obliger l'assureur à constituer des réserves qui vont permettre de couvrir les risques éventuels auxquels il peut être confronté. Vous le savez sûrement pas, mais le principal risque auquel sont confrontés les assureurs dans la gestion de votre épargne, c'est le risque qui est lié au fonds en euros. Parce que pour un assureur, le fonds en euros, Élodie vous dira tout à l'heure qu'il bénéficie de l'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'il ne peut jamais baisser. Et quels que soient les mouvements de rachat ou les mouvements de versement qu'il peut y avoir sur le fonds en euros. Et ce fonctionnement-là met un petit peu en risque l'assureur, surtout en cas de brusque remontée des taux d'intérêt.
Et donc, la réglementation Solvabilité 2, elle va contraindre l'assureur à mettre de l'argent de côté, surtout quand les taux sont très bas, pour faire face à un mouvement ou à un retournement des taux d'intérêt qui pourrait être déclenché par l'évolution des politiques monétaires. C'est exactement ce qui s'est passé en 2022. Après le Covid, l'inflation a commencé à galoper, les banques centrales ont resserré la politique monétaire, les taux d'intérêt ont explosé, et là, ben, les assureurs, ils ont pu utiliser une partie des réserves pour faire face à leurs engagements sur le fonds en euros, et il n'y a eu aucun risque qui s'est manifesté sur le système assurantiel français. Après, il y a un deuxième niveau de protection, toujours assuré par la réglementation Solvabilité 2, c'est quand on voit qu'un assureur commence à avoir des problèmes, ben on va aller chercher des assureurs concurrents qui peuvent reprendre le portefeuille sans que ça ait d'impact pour les assurés. C'est pas théorique, ça. Alors, en France, c'est pas arrivé, mais il y a un exemple en Italie qui s'appelle Eurovita. Hein, c'était une société il y a quelques années, hein, ça devait être 2021 ou 2022, qui a eu des problèmes pour la gestion d'un fonds. Alors, ça n'existe pas le fonds en euros en Italie, mais il y a des systèmes qui sont un peu comparables. Eurovita était trop exposée, n'a pas pu faire face à ses engagements. D'ailleurs, Eurovita était une compagnie qui était détenue par des fonds de private equity et les autorités italiennes, pardon, ont organisé une reprise du portefeuille d'Eurovita par l'ensemble des grands assureurs italiens. Et ça s'est passé sans conséquence pour les souscripteurs de contrats d'assurance vie Eurovita en Italie. Donc ça, c'est le deuxième niveau de protection. Alors si tout ça ne suffisait pas à éviter des problèmes, il y a un troisième niveau dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle la loi Sapin 2. La loi Sapin 2, sans rentrer trop dans les détails, elle vise notamment les mouvements qui pourraient intervenir sur le fonds en euros. Et donc les législateurs s'est dit, oh ben, si les taux d'intérêt passaient de 1 à 5%, ça veut dire par exemple qu'un souscripteur pourrait se dire, ben, mon fonds en euros qui subit le poids du passé, il ne va pas pouvoir me rapporter 2, 3%, plus de 2 ou 3%. Si je le mets sur des SICAV de trésorerie, il va me rapporter 5%. Je retire mon argent du fonds en euros, je le mets sur des SICAV de trésorerie et je prends aucun risque et je gagne beaucoup plus d'argent avec une épargne liquide. Ça, c'est un risque possible. Hein. Et pour contrecarrer, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se retrouver comme quand on est dans une faillite bancaire parce que tout le monde retire ses dépôts au même moment. Si tout le monde retire son fonds en euros au même moment, l'assureur, il va avoir des problèmes. Et la loi Sapin 2, elle vise à organiser ces périodes un petit peu exceptionnelles en bloquant les retraits sur une période de 3 à 6 mois au maximum. C'est jamais arrivé, même en 2022 quand les taux ont quand même remonté de 3 ou 4%, hein, donc c'est pas arrivé. Et notez quand même que la loi Sapin 2, dont l'objectif principal est de protéger le fonds en euros, elle s'applique en fait à toute l'épargne qui est investie sur les contrats d'assurance vie, que ce soit le fonds en euros, que ce soit des supports financiers autres comme des produits structurés ou des OPCVM. Donc voilà, c'est une loi qui a été votée, qui n'est pas appliquée. Mais si elle n'est pas appliquée, ça veut dire que globalement, le système français, il fonctionne à peu près correctement. Alors, comment ça se passe au Luxembourg? Parce que le Luxembourg, lui, c'est le pays de la sécurité. Et on va voir qu'on est dans un degré encore supérieur par rapport à la sécurité qui est offerte en France pour les contrats d'assurance vie. D'abord, le Luxembourg, c'est un pays où on a la culture de la sécurité. Dans les années 50, le Luxembourg, c'était la sidérurgie. La sidérurgie, les usines, elles ont fermé. Il a fallu qu'il se réinvente et il s'est réinventé dans la finance. C'est un pays qui vit de la finance, qui est devenu la capitale financière de l'Union européenne. C'est un centre financier où toutes les grandes banques, tous les grands assureurs, toutes les grandes sociétés de gestion sont présents. Il vit de la finance et il a tout intérêt à ce que ça fonctionne correctement. Donc vous vous retrouvez avec une stabilité politique, une stabilité économique, une stabilité sociale qui est même pas comparable évidemment par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Et dernier point, vous avez une situation budgétaire qui est complètement saine.
Et donc, ça aide quand même quand la macroéconomie fonctionne bien au niveau national, on est encore mieux protégé. Donc, le Luxembourg, c'est triple A. La France, c'est plus triple A depuis plus de 10 ans. Alors, il y a un terme une formule dont vous avez dû entendre parler quand on parle des contrats d'assurance vie au Luxembourg, c'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité. Donc, en plus de la culture de sécurité du pays, il y a un mécanisme qui fait qu'on est encore mieux garanti au Luxembourg qu'en France. Pourquoi? Parce que quand vous versez votre argent sur un contrat d'assurance vie au Luxembourg, la compagnie d'assurance ne garde pas votre épargne. Elle est obligée, elle est contrainte de la déposer auprès d'une banque dépositaire. Et cette banque dépositaire, il faut qu'elle soit approuvée par un organisme étatique ou paraétatique qui s'appelle le commissariat aux assurances. Donc vous voyez que quand la compagnie d'assurance a des difficultés, comme c'est pas elle qui détient vos fonds, mais c'est la banque dépositaire, ben vous êtes protégé de fait contre par rapport aux difficultés financières que pourrait rencontrer votre assureur. On me dirait, oui, mais si la banque dépositaire elle-même, elle a des problèmes, alors sachez d'abord, donc il y a le commissariat aux assurances qui va vous garantir que la banque dépositaire est correctement gérée. Ensuite, les banques dépositaires avec lesquelles on travaille sont les plus grandes banques européennes, notamment Intesa San Paolo, Mirabeau et autres. Enfin, c'est des banques qui sont très très bien notées. Donc, le triangle de sécurité, c'est cette organisation autour du triangle formé du souscripteur, de la compagnie d'assurance, de la banque des... En fait, le triangle est formé par la compagnie d'assurance, pardon, la banque dépositaire et le commissariat aux assurances. Alors, on voit que s'il y a une défaillance de l'assureur, le commissariat aux assurances va bloquer les fonds auprès de la banque dépositaire. S'il y a défaillance de la banque dépositaire, de toute façon, les souscripteurs sont prioritaires pour récupérer leurs avoirs. Donc, vous voyez, même si Intesa San Paolo, qui est la première banque en capitalisation boursière, faisait faillite, vous seriez, avec votre épargne, prioritaire pour récupérer vos fonds. Et si tout ça suffisait pas, hein, si vous vous retrouviez avec un assureur qui a fait faillite, la banque dépositaire qui a fait faillite, vous n'arrivez pas à être payé parce que même si vous êtes prioritaire, ben, vous avez de toute façon, au final, un super privilège qui fait que vos actifs, ils sont garantis sans aucune limite. Donc vous êtes dans un système où vous avez la culture au niveau national de la sécurité et vous avez un mécanisme qui vous garantit de récupérer votre épargne en totalité. Ça ne veut pas dire que vous ferez forcément des bonnes affaires au Luxembourg. Rappelez-vous ce qu'on a dit en préambule. Il y a le risque que la compagnie d'assurance rencontre des problèmes, mais si vous mettez des mauvais placements dans votre contrat d'assurance vie, vous pouvez choisir la meilleure compagnie d'assurance ou la meilleure banque dépositaire. Votre épargne, elle est protégée, mais elle peut fluctuer à la baisse. Donc, il est très important de bien choisir les fonds dans lesquels vous allez investir votre épargne. Voilà, je crois qu'on en a fini avec cet aspect sécuritaire, mais vous, je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous avez envie de savoir comment ça fonctionne et vous avez envie de connaître un petit peu les différences entre le contrat d'assurance vie tel qu'il fonctionne en France et tel qu'il fonctionne au Luxembourg, parce qu'on fait, on se fait une montagne de ce que représente le contrat d'assurance vie au Luxembourg. On se dit que c'est très compliqué à comprendre. Eh bien, Elodie va nous expliquer comment tout cela fonctionne. Du coup, donc pour commencer en France, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie? Vous avez dans un premier temps la partie qui va être garantie en capital et on en a parlé, c'est le fonds en euros. Donc il faut vraiment, on va dire, retenir que vous ne pouvez pas perdre d'argent en investissant sur cet actif-là, mais bien évidemment la contrepartie, c'est qu'on ne va pas avoir un rendement qui va être très élevé. C'est un peu comme finalement un livret bancaire, la performance elle est délivrée une fois par an. On est aux alentours, on va dire, hors bonus entre 2 et 3%. Les compagnies d'assurance, du fait de la hausse des taux, ont pu, en tout cas, permettre d'avoir des bonus sur 2-3 ans qui vous permettent d'atteindre globalement près de 4% si vous mettez aussi des unités de compte. Donc voilà, c'est vraiment un peu la partie sécuritaire et qui va avoir un rendement un peu comme un livret.
De l'autre côté, vous allez avoir l'univers des unités de compte. Sur les contrats d'assurance vie qui sont modernes, on va retrouver entre 700 et 1000 unités de compte différentes sur un contrat. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on est là après pour vous aiguiller et vous aider. Nous, notre but après est de sélectionner dans cette large univers qu'est-ce qui correspond à votre tempérance au risque, à vos objectifs, à votre durée aussi de placement pour pouvoir bien vous orienter en fonction aussi des grandes tendances d'investissement on va dire, de l'année. Donc, vous allez avoir un univers qui va être très large finalement, parce qu'on peut autant aller sur des supports qui vont être immobiliers, donc pour sortir un peu du marché boursier. Vous allez avoir des produits qui sont dits un peu plus complexes, qui sont des produits structurés, qui vont vous permettre d'investir sur le marché avec des couvertures. Vous allez pouvoir investir dans le private equity, ça c'est du non-côté. Et après, vous avez l'ensemble en fait des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds allocations, des fonds de performance absolue, ou encore des trackers qui vont pouvoir vous permettre finalement de répliquer la performance d'un indice boursier classique. Tout ça, ça a l'air très compliqué comme ça, mais ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que ça va être des contrats qui sont accessibles et vous allez pouvoir avoir une gamme d'accès qui va être typiquement proposée dans des banques privées, dans des family office, dans des services de gestion de fortune, mais tout en étant accessible. Parce que ce type de contrat, on va pouvoir les ouvrir à partir de quelques milliers d'euros et vous allez avoir des produits qui sont accessibles à partir de 1000 euros. Donc, ça permet vraiment de pouvoir diversifier son contrat et de pouvoir vraiment s'adapter en fait en fonction toujours pareil, de votre profil de risque et de votre horizon d'investissement. Alors, vous voyez, pour illustrer un peu ce que vient de dire Elodie, vous pouvez vous demander, mais pourquoi on a besoin d'avoir 1000 supports sur un contrat d'assurance vie? Moi, je vais jamais avoir, j'ai pas suffisamment d'épargne pour investir dans 1000 véhicules différents. C'est exact. Mais vous voyez que il faut bien comprendre que nous, ça nous permet, quand on vous assiste dans vos placements, de bien cibler le type de placement qui va correspondre à vos objectifs. Par exemple, si vous avez un profil un peu prudent, on va plutôt vous orienter vers des placements de type obligataire. Et quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, si vous investissez en Europe sur des placements obligataires, compte tenu de la baisse des taux qui est intervenue depuis 2 ans et surtout cette dernière année, initiée notamment par la Banque centrale européenne, vous avez des rendements qui ont beaucoup baissé sur les obligations européennes, alors que vous avez beaucoup plus de rendement aux États-Unis et vous avez beaucoup plus de rendement dans les pays émergents. Donc, on peut arriver, en choisissant les bons supports, à vous faire investir sur des obligations américaines ou sur des obligations des pays émergents. Et encore faut-il ensuite identifier la bonne société de gestion, celle qui sait faire de bonnes affaires sur ces marchés-là. Et ben, si vous avez le choix, vous allez pouvoir comme ça, on va comme ça pouvoir vous orienter sur le produit qui correspond vraiment à votre objectif, avoir du rendement sans prendre trop de risques. Et on pourrait démultiplier cet exemple. Alors, donc on a vu ce que c'était qu'un contrat d'assurance vie moderne. Donc maintenant, on va peut-être un peu dérouler les différents placements pour aller dans le détail. Donc du coup, bon, le fonds en euros, je pense qu'on commence à comprendre sa mécanique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est liquide. Vous pouvez le racheter à tout moment. Il est garanti donc avec ce fameux effet cliquet. Mais il ne rapporte pas beaucoup parce qu'on va avoir un plafond qui va aller entre 3 et 4 tant que les taux sont plutôt élevés. Donc c'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir. Qui est aussi à retenir, c'est que finalement, en investissant sur un contrat d'assurance vie, et si vous avez besoin de récupérer vos fonds donc pour des besoins X ou Y, c'est vraiment l'assureur qui va porter la liquidité pour vous. Et ça, c'est plutôt rassurant et ça permet vraiment, en tout cas, en cas de coup dur, de ne pas se dire « Ah mince, mon argent est bloqué, je ne peux pas le récupérer comme ça ». Et lorsqu'on parle notamment des supports immobiliers, et notamment plutôt les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement immobilier, normalement, ça, quand vous pouvez y investir en direct, vous achetez des parts,
pour investir du coup dans de l'immobilier tertiaire, bureau, commerce, etc. à partir de 1 000 euros. C'est à peu près on va dire le schéma classique. Vous investissez, donc vous achetez vraiment des parts d'immobilier physique. Lorsque vous achetez de l'immobilier physique et que vous souhaitez revendre sur le marché secondaire pour récupérer vos liquidités, il faut trouver un repreneur en face. Donc souvent, vous avez quand même un délai qui est de plusieurs mois, entre 3 et 6 mois, assez facilement. Sur un contrat d'assurance vie, lorsque vous mettez ce type de support, bah, c'est finalement l'assureur qui vous verse votre capital, ou en tout cas le montant du rachat que vous avez décidé. Et par contre, c'est l'assureur après qui se débrouille avec la société de gestion SCPI pour récupérer après son capital. Donc c'est pour ça que après, en fonction des compagnies d'assurance, ils peuvent mettre aussi quand même un seuil maximum d'investissement. Ils peuvent dire sur votre contrat, vous pouvez investir à hauteur de 30%. Du coup, c'est pour cette raison-là. C'est parce que forcément, vu que eux, ils tiennent la liquidité, bah, ils peuvent en tout cas freiner un petit peu cette partie où vous pouvez investir dessus. Mais en tout cas, c'est l'un des avantages aussi de l'assurance vie, c'est de pouvoir bénéficier de la liquidité et pouvoir récupérer son capital finalement quand on le souhaite. Alors, sur les supports immobiliers, pour illustrer un peu ce que vient de dire Elodie, on a eu une réunion ce matin avec une société de gestion qui crée des supports immobiliers. Elle a créé une société civile immobilière qui n'investit que dans l'immobilier de prestige au travers de l'équivalent du viager. Et elle investit à Paris, elle investit sur la Côte d'Azur et sur le Pays Basque. Et c'est un support qui est tout à fait accessible à vous qui résidez à l'étranger. Ensuite, donc dans la même lignée, on va avoir le private equity. C'est vraiment un actif non coté. Donc, on est vraiment décorrélé des marchés financiers. Pour rappel, on investit dans des sociétés du coup qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, normalement, le private equity est plutôt accessible, pareil, en direct, comme les CPI, mais là, on n'est pas sur quelques milliers d'euros, on est plutôt à hauteur de tickets de 100 000. Cet investissement, du coup, il est plutôt pour des investisseurs plutôt avertis et qui souhaitent diversifier leur patrimoine. Depuis la loi Pacte, qui est sortie il y a environ 5 ans, dans la même logique, le but est de pouvoir démocratiser en fait ce type d'investissement-là et de pouvoir en faire bénéficier aussi aux particuliers qui souhaitent investir simplement que quelques milliers d'euros sur ce type de véhicule-là. Donc du coup, les sociétés de gestion de private equity ont créé des fonds. Bon, c'est toujours des noms un petit peu barbares, ça s'appelle Evergreen, pour dire que du coup, ce sont des fonds éligibles à l'assurance vie qui n'ont pas de date de fin, donc qui vont fonctionner finalement comme un fonds, ce qu'on appelle un fonds ouvert. Et seulement à partir de quelques milliers d'euros. Donc là, c'est pareil, ça vous permet vraiment d'investir sur cette classe d'actifs qui normalement est plutôt dédiée et initialement que aux institutionnels. Après, ça s'est ouvert un petit peu plus aux particuliers, mais quand même avec des tickets d'entrée à hauteur de 100 000 euros. Et maintenant, sur les véhicules de l'assurance vie, vous pouvez aussi y investir. Donc ça, ça vous permet vraiment de diversifier votre capital et puis finalement ne pas subir forcément, on va dire, la volatilité des marchés et notamment cette année, c'est des fonds qui ont tout à fait la cote aujourd'hui et qui sont très pertinents dans une allocation diversifiée, équilibrée, sans étant forcément très risqué non plus. Et pareil, c'est l'assureur qui tire la liquidité pour vous. Alors, vous pouvez quand même là avoir des pénalités de sortie quand même si vous sortez avant 5 ans, mais ça reste quand même liquide, ce qui est très rare pour du private equity. Normalement, quand on investit, c'est bloqué pendant 10 ans. Donc ça, c'est vraiment très intéressant à mettre dans une allocation. Et pour illustrer ce que vient de dire Elodie, nous, par exemple, on a sélectionné un fonds qui s'appelle Euraseo PVE3, qui permet d'investir dans la dette privée. Et c'est un fonds qui a été créé en 2020 et qui, tous les ans, a rapporté entre 5 et 7% minimum aux épargnants. Sans aucune volatilité, il n'a jamais baissé quasiment. En tout cas, il n'a jamais baissé plus de 3 mois. Et donc, c'est le type d'allocation qui permet de protéger votre portefeuille des aléas des marchés financiers. Oui. Et du coup, là, c'est un fonds qui fait dette privée et capital investissement, mais dans le private equity, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes, et notamment la thématique de l'infrastructure. Ça, on va beaucoup en entendre parler, du fait que l'Allemagne a sorti son plan d'investissement. Ça, du coup, par exemple, l'infrastructure aussi, ça reste intéressant. Donc, on peut vraiment, en tout cas, bien s'adapter et diversifier votre allocation. Après, donc ça, plus simple, les autres supports financiers, donc comme je le disais de manière
manière large, parce que le but n'est pas forcément de rentrer dans le détail de tous les fonds qui peuvent exister, mais l'objectif, c'est de se dire que par rapport à un contrat bancaire classique, où dans tous les cas, de toute façon, votre banque, elle n'arrive pas à vous suivre, euh, sur les contrats d'assurance vie moderne, on dit qu'on travaille en architecture ouverte. Euh, L'objectif, c'est de se dire, bah, si je veux m'orienter sur un fonds action, que ce soit monde, États-Unis ou pays émergents, je vais pouvoir sélectionner la meilleure société de gestion ou celle en tout cas qui se démarque depuis plusieurs années là-dessus. Et souvent, ce sont des sociétés de gestion prestigieuses qui ont du coup ce qu'on appelle un historique depuis un track record depuis 30 ans. Et comme ça, nous, ça nous permet vraiment de pouvoir affiner et de ne pas prendre de risques sur des fonds maison finalement qu'on retrouve dans les banques classiques où bah, forcément ils sont un peu plus chargés en frais et on voit très vite que la performance au bout elle est pas, à la elle hauteur. est pas oui, à la hauteur. Et également, vous allez avoir, et ça se démocratise de plus en plus, ce sont les ETF ou trackers. Ça réplique simplement la performance d'un indice, type, si vous voulez en tout cas investir sur le CAC 40, l'Eurostock 50, le S&P 500, le Nasdaq, tous les grands indices qu'on peut retrouver, ou même juste simplement l'indice monde. Bah, il y a cette émergence, en tout cas, d'ETF qui sont disponibles aussi au sein des contrats modernes, pas forcément les contrats bancaires classiques. Et ça, tout simplement, ça permet juste de faire de ce qu'on appelle de la gestion passive, où on suit finalement et on essaye de jouer en tout cas les performances des indices de manière très simple. Il n'y a pas de gestion active où c'est les sociétés de gestion avec leur équipe qui essayent en tout cas de battre la performance des indices, que ce soit à la hausse comme à la baisse, essayer de limiter la baisse. Vous pouvez avoir dans une certaine mesure, mais ça c'est plutôt assez particulier sur certaines sociétés de gestion, accès à des titres vifs, mais là on demande quand même des tickets d'entrée beaucoup plus élevés, que ce soit par titre et aussi pour créer en tout cas cette enveloppe-là. Donc je m'étale pas plus que ça sur ce sujet-là. Et enfin, vous allez avoir donc les produits structurés. On peut créer des produits structurés sur mesure en fonction de vos critères, mais c'est plutôt à hauteur de 100 000 euros. C'est pareil, toujours assez, un peu, enfin en tout cas des seuils d'entrée un peu plus élevés. Et sinon, les compagnies d'assurance mettent à disposition à peu près tous les trimestres ce qu'on appelle des produits structurés de campagne, qui sont très bien aussi. En fait, on se greffe dessus directement. Donc ça permet toujours dans une même logique de diversification de votre allocation et de pouvoir à chaque fois essayer de capter qu'est-ce qui marche. Les grandes tendances, en tout cas du marché, on s'oriente souvent sur le marché action, sur des indices, ou en tout cas on va suivre une valeur, et en fait avec un rendement qui est déterminé à l'avance et des couvertures, ça vous permet en tout cas d'essayer de capter la hausse, en tout cas de vous investir en fait sur ce marché-là avec des couvertures. Il peut y avoir aussi des produits structurés, ce qu'on appelle la capital garantie. Là, on va plutôt suivre en fait le taux 10 ans européen, par exemple. Il y avait beaucoup de produits structurés là-dessus, avec des rendements pour essayer de battre en fait la performance du fonds en euros, donc plutôt entre on va dire 5 et 8%. Donc ça permet vraiment en fait de diversifier son allocation tout en ayant une visibilité avec un rendement connu à l'avance et des couvertures. Donc ça, c'est très bien aussi et c'est pas forcément des produits qu'on retrouve partout. Mais personnellement, à chaque fois pour mes clients, j'en mets un ou deux par an. Comme ça permet d'avoir toujours un peu ce roulement et d'avoir un rendement qui est connu et qui permet en tout cas d'avoir quelque chose de lisible sur le contrat. Par exemple, vous voyez, le contrat moderne, entre guillemets, que vient de vous décrire Elodie, il a pour objectif, en fait, d'avoir toutes les solutions disponibles pour construire une allocation qui va correspondre à vos objectifs en termes de risque, en termes de rendement, compte tenu de la durée de votre placement et compte tenu aussi de ce qui se passe sur les marchés financiers. Donc, c'est pour ça que on sélectionne les contrats qui sont les plus ouverts possibles. Alors, au Luxembourg, ça fonctionne de manière complètement différente. On a essayé d'illustrer ça par des menus culinaires pour vous montrer un petit peu comment le système assurantiel luxembourgeois est organisé. Donc le premier, donc évidemment, plus vous avez d'argent à investir et plus vous allez avoir de souplesse dans vos placements. Ça c'est et moins vous allez payer de frais. Ça c'est le principe de base du Luxembourg. Donc
le Luxembourg, vous avez le menu standard. Vous êtes à la cantine, vous avez des plats qui se présentent devant vous. Il faut choisir dans votre assiette, vous allez mettre ce qui figure dans les plats. Et vous n'avez pas le choix de faire autre chose. Donc, en assurance vie luxembourgeoise, ça veut dire que vous allez avoir une liste de placements qui sont disponibles, qui est globalement moins importante que les contrats modernes dont vous a parlé Elodie tout à l'heure. Donc là, c'est des contrats qui sont relativement accessibles. Hein. À partir de 10 000 euros, vous allez pouvoir trouver des contrats. Alors, là, en général, sur ces montants un peu faibles, il y a peu d'assureurs au Luxembourg qui sont très partants compte tenu des problèmes de conformité pour l'ouvrir à des Français qui résident en dehors de l'Union européenne, mais on peut trouver des solutions. Vous, dans certains cas, vous pouvez accéder aux fonds en euros de la compagnie si c'est une filiale d'un groupe français. Simplement, vous allez avoir un peu moins de rendement parce qu'il y a une commission qui est payée par la compagnie luxembourgeoise à sa maison mère française. Et donc, vous allez vous retrouver avec une offre d'une cinquantaine de fonds, des frais qui sont un peu plus élevés que sur les contrats français parce que au Luxembourg, ils aiment bien les contrats de montant élevé. Mais vous avez la possibilité, vous aurez quand même les avantages luxembourgeois en termes de fiscalité dont Elodie vous parlera tout à l'heure, et vous aurez votre contrat d'assurance et vous aurez les avantages en termes de sécurité qu'on a évoqués précédemment. Donc ça, c'est le menu de base. On est à la cantine, on s'étend pas plus que ça. Le deuxième niveau, qui peut se cumuler avec le premier, hein, c'est ce qu'on appelle des fonds d'investissement collectif. Donc le fonds d'investissement collectif, il va investir autour d'une thématique d'investissement et il va mutualiser des investisseurs qui vont se regrouper autour de cette thématique. Donc on a vu des exemples en termes d'immobilier, hein, par exemple la plus grande société de gestion immobilière française qui s'appelle Sofidy en pierre-papier a créé un FIC qui est éligible au contrat luxembourgeois. On a une autre société, une autre compagnie luxembourgeoise qui s'appelle AFISK, qui a créé, quand les taux d'intérêt étaient un peu plus élevés, un FIC pour des placements court terme, pour bénéficier d'une rémunération un peu supérieure au fonds en euros. Donc ça, c'est des exemples de ce qu'on peut avoir accès en termes de FIC. Et donc là, vous allez avoir des placements qui sont relativement accessibles en termes de montant. Maintenant, il faut qu'ils soient agréés par la compagnie d'assurance et qu'ils correspondent à vos objectifs de placement, hein, rendement, risque, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas une énorme souplesse, mais c'est une solution qui peut venir en complément du menu ordinaire. Troisième niveau, là, on est plutôt sur la carte. Donc là, vous allez faire appel à une société tierce qui va gérer vos placements en fonction des consignes que vous lui donnez. Donc, ça peut être Rothschild, ça peut être Carmignac, toutes ces sociétés qui ont l'habitude de gérer des placements, vous allez leur demander, vous allez leur confier votre épargne à l'intérieur du contrat d'assurance vie. Donc là, on fait intervenir un nouvel acteur, hein, il y a l'assureur, il y a toujours la banque dépositaire, il y a toujours le commissariat aux assurances, mais là, on introduit une société de gestion qui va s'occuper de vous. Donc là, on est sur des montants un peu plus élevés. Donc la société de gestion à moins de 100 000 euros, vous ne trouverez pas. Et plus vous montez en gamme par rapport aux 100 000 euros, plus la gestion va être personnalisée. Donc à 100 000 euros, vous allez avoir beaucoup de placements collectifs, hein, d'OPCVM dont on parlait tout à l'heure, peu de titres vifs, et plus vous allez monter, plus vous aurez une gestion personnalisée par rapport à vos desiderata. Donc c'est bien, hein, vous confiez votre épargne à un professionnel. L'inconvénient, c'est que comme vous rajoutez un acteur dans la gestion de votre épargne, cet acteur, il va falloir que vous le rémunériez, et au minimum, cette rémunération, elle est de 0,40 et elle peut être souvent un peu plus élevée. Hein. Donc 0,40, c'est pour les moins chers. Donc c'est une solution qui est intéressante. On va voir tout à l'heure que il y a une solution qui est encore plus souple, mais cette solution plus souple, elle nécessite d'avoir 1 250 000 euros d'épargne. Donc, quand vous n'avez pas 1 250 000 euros d'épargne, vous avez quand même une solution. Il en faut plus de 100 000, mais vous avez une solution qui vous permet d'être hyper souple sur la gestion de votre épargne. Ça s'appelle le fonds interne dédié. Quatrième solution, là vous êtes dans un grand restaurant, et donc c'est un système qui a été créé
il y a une petite dizaine d'années, un peu moins au Luxembourg, qui s'appelle le fonds d'assurance spécialisé. Donc là, vous allez pouvoir avoir la même souplesse de gestion qu'avec un fonds interdédié qu'on vous a présenté précédemment, mais sans l'intervention de la société de gestion. Ça veut dire en pratique que nous allons pouvoir vous accompagner en relation avec l'assureur pour vous aider à placer votre épargne. Donc, on économise l'intervention de la société de gestion. Et nous, notre politique dans ces cas-là, c'est déjà de vous offrir la possibilité d'investir dans plusieurs types d'actifs. Donc, dans un FAS, on peut mettre des ETF, ce qui permet d'investir sur les marchés financiers sans frais. On peut mettre du private equity. Hein, on est assez fanatique de la société de gestion Altaroc, dont on a parlé dans certains de nos webinaires. On peut mettre les fonds Altaroc dans les fonds d'assurance spécialisés au Luxembourg. On peut mettre des OPCVM avec des frais de gestion réduits. On peut construire des produits structurés sur mesure pour vous. Et tout ça sans surcoût complémentaire. Hein, on est sur les coûts les plus compétitifs possibles. Donc, l'inconvénient, donc, vous avez vu, c'est qu'il faut 1 million, on en a parlé tout à l'heure, il faut que vous ayez 1 250 000 € d'épargne. Alors, l'assureur luxembourgeois, il est assez souple dans la manière dont il va comptabiliser cette épargne. Si votre épargne est dans votre entreprise, il va considérer qu'elle vous appartient. Si elle n'est pas totalement liquide, il va considérer qu'elle vous appartient aussi. Mais il faut quand même arriver à justifier que vous avez 1 250 000 € d'épargne et il faut que votre contrat, en pratique, il est un minimum de 250 000 €. Donc, vous investissez 250 000 € sur votre contrat d'assurance vie luxembourgeois. Vous avez par ailleurs 1 250 000 €, donc 1 million en plus des 250 000 d'épargne financière plus ou moins disponible. Et là, vous avez accès à ce type de placement. Juste pour info, si vous avez encore plus d'épargne, c'est 2 500 000 avec l'assureur avec lequel on travaille au Luxembourg. Vous avez accès à des produits qui sont interdits aux particuliers en Europe, et notamment, là, vous savez, les fameux ETF Bitcoin qui sont disponibles, qui sont aujourd'hui disponibles aux États-Unis sans aucune contrainte. En Europe, c'est quasiment impossible pour un particulier. Ben, vous pouvez les investir sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, mais pour ça, il faut que vous ayez 2 500 000 € d'épargne et il faut toujours 250 000 € sur votre contrat d'assurance vie. Donc, vous voyez, quand on regarde quand on fait la synthèse des solutions offertes en France ou au Luxembourg, on voit bien que si vous avez une épargne importante à constituer, le Luxembourg, c'est mieux en termes de gestion du contrat. Si vous avez moins de 250 000 €, et en tout cas, en tout état de cause, si vous avez moins de 100 000 €, la solution française a quand même des avantages. Hein. Donc le Luxembourg, c'est pas toujours mieux. Voilà ce que on voulait vous dire sur la gestion. Donc maintenant, on va arriver sur un point qui est important avant que vous commenciez à épargner, c'est comment vous allez être taxé. Donc là, Élodie va venir à ma rescousse parce que c'est plutôt elle qui est la spécialiste. Alors, donc, si on reprend la partie fiscale, vu que c'est une enveloppe particulière, à l'intérieur, vous pouvez faire des mouvements, mais vous ne serez pas fiscalisé. Vous pouvez faire autant de mouvements que vous souhaitez. C'est vraiment en cas de rachat, donc c'est-à-dire vous retirez de l'enveloppe pour que ça arrive sur votre compte courant. Et là, notamment, il y a une fiscalité qui s'applique. Normalement, sur l'assurance vie française, lorsque vous êtes résident français, vous avez le choix entre le barème de l'imposition ou le prélèvement forfaitaire libératoire. Bien évidemment, pour les non-résidents, vu que vous n'êtes pas imposable en France, ils ne vont pas vous laisser le choix du barème de l'impôt. Et du coup, ils vont automatiquement vous orienter sur le prélèvement forfaitaire libératoire. Il y a eu quelques évolutions hein, sur la fiscalité de l'assurance vie. Dès lors que Macron est arrivé au pouvoir, ça reste quand même un financier, donc il a voulu rendre un peu plus souple la fiscalité, donc qui va quand même dans votre sens. C'est la fameuse flat tax de 30%. Cette flat tax de 30%, elle se décompose de prélèvements sociaux de 17,2 et d'une fiscalité de 12,8. Donc vous, vu que vous êtes non-résident français, vous n'aurez pas les prélèvements de 17,2. Donc finalement, vous aurez uniquement une fiscalité de 12,8 sur la plus-value.
lorsque vous effectuez un rachat sur votre assurance vie, le capital, il n'est jamais fiscalisé et c'est comme un gâteau, vous retirez toujours une part de capital et une partie d'intérêt. Ça, dans tous les cas, auprès des assureurs, on peut toujours demander une simulation, notamment quand c'est des gros rachats qui sont effectués, si vous voulez avoir en tout cas l'information de prime abord. De toute façon, le prélèvement forfaitaire libératoire, il est directement prélevé. Vous n'avez pas de démarche particulière à faire directement. Donc, il y a cette fameuse flat tax pour les contrats qui ont moins de 8 ans. Dès lors que vous dépassez, donc dès lors que votre contrat a plus de 8 ans, la fiscalité est plus douce, elle est de 7,5. Il y a quand même un plafond par rapport au versement, je l'ai plus en tête, ça on pourra vous revenir, mais dans tous les cas, vous pouvez avoir accès en tout cas à cette fiscalité un peu plus douce, et sinon c'est 12,8. À savoir que par rapport aux aux résidents français, vous n'avez pas d'abattement sur la plus-value. Normalement, un résident fiscal français, dès lors que le contrat a plus de 8 ans, il peut retirer une partie de plus-value sans être fiscalisé. Pardon. Donc vous, malheureusement, vous n'y avez pas accès sur cette partie-là. Donc ça, c'est le principe, on va dire, de base de la fiscalité en cas de rachat. Bien évidemment, il peut y avoir des conventions internationales qui sont mises en place avec les pays. Donc il faut faire attention aussi et bien valider avant votre éligibilité sur le contrat assurance vie parce qu'il y a certains pays qui ne reconnaissent pas l'assurance vie. Et lorsque le pays ne reconnaît pas l'assurance vie, il peut taxer vos intérêts, quoi qu'il arrive, chaque année. C'est notamment le cas avec les États-Unis, ça reste le pays le plus contraignant, où dans tous les cas, enfin pour en tout cas ceux qui habitent aux États-Unis, ou qui ont la nationalité américaine, peu importe les placements qu'ils font, ils doivent recevoir, enfin ils sont redevables, je vais y arriver, d'une fiscalité quoi qu'il arrive. Donc ça, il faut faire attention, où il peut y avoir aussi des sujets de double imposition. Donc, bien vérifier sur ces parties-là. Bon, après, ça représente vraiment que quelques pays à la marge, mais il faut bien être attentif sur ce type de particularité, quoi, de critères. Alors, évidemment, la fiscalité que vient de vous exposer Elodie en cas de rachat, c'est si vous continuez à être résident en dehors de l'Union européenne. Si vous revenez en France, vous aurez la fiscalité du français. Hein. Rappelez-vous, on ne taxe pas pendant la période de capitalisation. Oui. Donc là, on vient de voir un petit peu ce qui se passait en termes de rachat. Et alors, en termes de transmission, comment ça marche? Et je reviens juste sur un point, notamment, en fait, souvent, ce qui est assez intéressant pour les personnes qui sont non résidentes à l'étranger, c'est qu'ils ouvrent un contrat en France. Pendant la période de capitalisation, du coup, vous n'avez pas les prélèvements sociaux, et notamment si vous investissez sur du fonds en euros, le fonds en euros, les prélèvements sociaux, ils sont par contre prélevés au fil de l'eau. Peu importe les rachats ou quoi que ce soit, quand on vous donne la performance, elle est nette de frais de gestion et aussi de prélèvements sociaux. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, pendant que vous êtes non résident et que vous investissez sur le fonds en euros, vous n'êtes pas sujet à cette fiscalité. Et souvent, après, les personnes reviennent peut-être au moment de leur retraite en France. Et du coup, on va dire qu'ils ont gagné un petit peu plus sur cette partie-là. Et après, vous pouvez en tout cas rebénéficier des avantages, notamment sur les abattements en cas de rachat. Ça peut être en tout cas assez intéressant de ce point de vue-là, quoi. Ces petites parenthèses. Lors de la transmission, donc tout dépend si vous êtes bénéficiaire ou si vous êtes l'assuré. Si vous êtes celui en tout cas qui a souscrit le contrat d'assurance vie et que vous n'êtes pas je vais y arriver. À chaque fois, je m'embrouille sur cette slide. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, bien évidemment, si vous n'êtes pas, lors du décès, si vous n'êtes pas fiscalement domicilié en France, il n'y a pas de sujet de succession sur ce point de vue-là. Voilà, en fait, ce que la législation, ce que le fisc français il va regarder, que ce soit pour un contrat d'assurance vie français ou que ce soit pour un contrat d'assurance vie luxembourgeois, on verra tout à l'heure, il va regarder où était situé le souscripteur. Alors, le souscripteur, dans un cas de la transmission, ça peut être une donation ou ça peut être une succession. Donc, on va regarder le souscripteur qui est le donateur ou qui est le défunt.
on va regarder quel est son lieu de résidence, et puis ensuite on va regarder celui qui est bénéficiaire. Donc ça va être l'héritier dans le cas d'une succession, ça va être le donataire dans le cas d'une donation. On va regarder aussi où il est situé. S'il n'est pas situé en France depuis, ou en tout cas s'il n'y a pas résidé euh, euh, au moins 6 ans pendant les 10 dernières années, on va considérer que la transmission n'est pas éligible au fisc français. Il faut essayer de se projeter à votre situation telle qu'elle sera au moment de la transmission pour savoir si vous allez bénéficier de cette relative exonération fiscale. Enfin, relative, ça veut dire que vous allez être assujetti à la législation qui est applicable dans les pays où vous résidez. Donc, c'est pas forcément, ça dépend des pays, hein, ça peut être moins favorable. Mais globalement, le fisc, il regarde si il y a un acteur dans la transmission qui est localisé en France, il taxe. Oui, voilà. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est surtout, en fait, le bénéficiaire. Faut vraiment, c'est pas parce que le bénéficiaire est, par exemple, au Portugal où on a une fiscalité où il n'y a pas de droit de succession, s'il y est juste que depuis quelques mois, ça marche pas. Faut vraiment avoir en tête que le bénéficiaire doit être au moins pendant 6 ans au cours des 10 dernières années précédant le décès. La France reste quand même un pays où on est lourdement taxé surtout sur les successions, donc ils mettent quand même des conditions qui font que c'est pas tout le monde qui arrive à remplir ces conditions-là. Donc souvent, on fait sinon des rapports ou des études hein, sur les successions à l'instant T. En tout cas, si vous souhaitez avoir des rapports là-dessus, c'est aussi possible. On se fait aider notamment par notre expert fiscaliste pour essayer un petit peu de déterminer et de vous aiguiller là-dessus. Mais dans tous les cas, il faut avoir en tête que c'est pas si simple de ne pas être fiscalisé en France sur la succession. Et alors, comme la fiscalité est jamais simple, Élodie va vous faire un petit rappel de comment ça fonctionne dans le régime, entre guillemets, normal. Oui. Alors, dans tous les cas, on ne va pas détailler tout le tableau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les très très anciens contrats, il y avait des exonérations, on va dire, très intéressantes, mais là, on ne va pas être dans ce cas-là. Sauf si vraiment c'est à la marge. Après, vous n'hésitez pas à revenir vers nous et je reviendrai là-dessus. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis 98, et ça par contre, c'est resté depuis octobre 98, il n'y a pas eu de changement de ce point de vue-là. Lorsque vous versez sur votre contrat d'assurance vie, il y a toujours cette logique de est-ce que j'ai versé avant 70 ans ou après 70 ans. Avant 70 ans, et lorsque vous allez désigner vos bénéficiaires, chaque bénéficiaire va bénéficier quand même d'un abattement de 152 500 € sans fiscalité. Donc ça, c'est un outil de succession qui est quand même très favorable sur tout ce qui va être valeur mobilière. Donc souvent, on encourage en tout cas les personnes d'ouvrir au moins un contrat d'assurance vie pour pouvoir bénéficier de cet abattement. Il vient vraiment en plus de la succession classique. Donc si je prends les enfants, de 100 000 € par parent par enfant. Donc, on dit souvent que l'assurance vie est un actif hors succession parce que c'est un abattement qui vient en plus. Donc ça, c'est assez important. Et après, vous avez une fiscalité particulière si les bénéficiaires perçoivent plus que cet abattement-là. Donc, c'est d'autant plus important lorsqu'on n'est pas, notamment pour des personnes qui ne sont pas mariées, pas pacsées, ou que vous avez du coup une personne qui est en concubin, notamment dans la succession, bah, il n'est pas représentant du foyer, donc la succession, et surtout en France, c'est taxé à 60%. Ça, typiquement, c'est un outil très avantageux, même si après, il y a une fiscalité qui est derrière, bon, bah, 60% par rapport à 20% ou 31%, ça reste très, très avantageux. Et après, il y a la partie après 70 ans, où là, bah, on a... bon, ça reste quand même intéressant hein, de voir un contrat d'assurance vie même après 70 ans, mais c'est juste qu'il faut avoir en tête que les bénéficiaires, ils se partagent un abattement de 30 500. Donc, faut avoir ça en tête. Et après, donc, ça il faut le faire avant 70 ans. Oui, ça remonte après dans le barème de succession classique. Alors, au Luxembourg, on va aller plus vite parce que c'est plus simple. Évidemment, la fiscalité luxembourgeoise, elle est simple, ils ne taxent pas. Donc, c'est le principe de la transparence, hein, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, c'est une fiscalité qui dépend du pays où vous résidez. Mais le fisc luxembourgeois, il ne vous prendra rien. Et sur la transmission, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure,
sur la transmission, c'est la même chose qu'en France. Ah bah, on est allé trop loin. C'est la même chose qu'en France. Il faut qu'il y ait dans la transmission entre le souscripteur qui peut être donateur ou qui peut être défunt et le bénéficiaire qui peut être donataire ou qui peut être héritier, et il faut qu'aucun des deux ne réside en France pour qu'il n'y ait pas d'imposition en France. Et ça, que le contrat soit au Luxembourg ou pas, ça changera rien au système. Alors, Elodie, je crois qu'on a vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées avant qu'on parle un petit peu de nous. On va essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées. Je la lis et Elodie répond. Est-ce intéressant d'ouvrir une assurance vie en France ou au Luxembourg si un retour d'ici 1 ou 2 ans est prévu et ne considérant pas le fonds en euros qui devrait être distribué en fin d'année? Alors, Elodie. Dans tous les cas, de toute façon, tout dépend de votre objectif, on va dire, d'un point de vue long terme, parce que, comme on l'a vu, l'assurance vie, au-delà de la fiscalité, ça reste optimum d'un point de vue successoral, d'un point de vue valorisation de capital. Donc, même si vous revenez en France d'ici 1 an ou 2, il n'y a pas de sujet pour moi. Tout dépend le montant que vous pouvez être amené à investir dessus. Et puis, dans tous les cas, il n'y a pas de. Ça reste intéressant. Ce qui est plutôt limité, c'est si vous souhaitez revenir en France d'ici 1 an ou 2 et tout récupérer. Là, par contre, l'assurance vie pour un placement sur 1 an, ça n'a pas forcément on va dire, d'intérêt. Mais par rapport juste à votre flux fiscal, il y a pas de sujet. Et au contraire, tant que vous ne faites pas de rachat, de toute façon, vous pouvez aussi être amené peut-être à repartir d'ici 1 an ou 2, ou quelques années supplémentaires. Voilà. Alors la deuxième, merci Elodie. La deuxième question, elle concerne les conventions de non double imposition. Hein, notre auditeur nous dit, ben moi, si je veux faire un rachat et que le pays dans lequel je réside a signé une convention de non double imposition et une convention fiscale avec l'État français, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être taxé 2 fois? Alors ça, c'est assez clair. Ce qui prime quand il y a une convention fiscale avec l'État français, c'est ce qui est dit dans la convention fiscale. Donc, vous lisez la convention fiscale. Si la convention fiscale dit que vous n'êtes pas imposé en France, vous ne serez pas imposé en France. Donc là, il faudra regarder après plus dans le détail, mais ça, notre fiscaliste, il a l'habitude et il pourra analyser avec vous la convention fiscale si vous le souhaitez. Et je vous donnerai les coordonnées d'Elodie pour vous puissiez vous mettre en relation avec l'ingénieur fiscal. Après, est-ce que vous pourriez nommer les assureurs qui acceptent les clients à l'étranger, Elodie? Alors, on va avoir, nous, principalement, Celentia. Donc, Celentia, c'est une compagnie qui ne vous dit pas, mais qui est la filiale de la Carac, oui. qui est la mutuelle des anciens combattants, qui doit être la mutuelle la plus riche de France. Donc, votre argent, il est assez bien placé avec elle. Qui fonctionne très bien et qui est très digital. C'est ceux qu'on préfère, en fait, hein, parce qu'ils ont le contrat le plus moderne. Oui, après, sinon, il y a Biplus également qui travaille avec les non-résidents. Bon, à chaque fois, de toute façon, on demande s'ils prennent le pays en compte, mais souvent, Celentia le prend sans problème. Il y en a d'autres, mais on aime moins bien travailler avec eux parce qu'ils ont des systèmes de fonctionnement. Oui, il peut y avoir Generali, mais là, on va plutôt s'orienter plutôt sur l'Europe. Ils vont pas forcément travailler avec tout le monde. Et après, au Luxembourg, ça, c'est peut-être vous qui savez un peu plus. Non, au Luxembourg, en fait, c'est un peu plus compliqué. Nous, on travaille avec une filiale du groupe Monceau, qui a aussi une énorme mutuelle internationale et qui a un fonctionnement qui est assez souple pour les Français qui résident en dehors de l'Union européenne et où on a quand même pas mal d'encours qui sont placés chez eux. Voilà un petit peu avec qui on fonctionne. Vous voyez qu'on cache rien. Donc, ce qu'on voudrait faire pour finir, c'est rapidement, puisqu'on avait dit qu'on tiendra 1 heure et on est en train de dépasser, donc vous présentez notre cabinet pour que vous voyez 58, un peu 58, ça. qui on est. On a 2 minutes. Alors, le cabinet Maubourg Patrimoine, il existe depuis très longtemps. Avant, il s'appelait Élysée. Ça a été créé à la fin des années 70 par
un chef d'entreprise qui s'appelait Jacques Boulier, qui était un grand innovateur en matière de finance. C'est un cabinet qui travaille avec les Français qui résident à l'étranger depuis 2008. Et c'est un cabinet que j'ai racheté il y a une douzaine d'années, en 2013. Et donc, on est un cabinet, on va dire, de taille moyenne. Et ça, c'est un choix qu'on a fait, hein. On est de taille moyenne parce que quand on est trop petit, on est contraint par la réglementation on n'a pas suffisamment de spécialistes pour accompagner nos clients. Et quand on est trop gros, bah, on devient un peu une usine à placement et on n'aime pas trop ça. Donc, on préfère rester on a la taille qui nous convient et qu'on a choisi. Alors, moi, je m'appelle Patrick Fontan, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, ce qui peut vous rassurer peut-être, c'est que j'ai travaillé un peu dans tous les métiers dont on vient de parler. J'ai fait du crédit immobilier au Crédit Foncier de France où je gérais toute la partie dédiée aux professionnels de l'immobilier, un crédit promoteur. J'étais dirigeant d'une société de crédit bail aussi dans les années 90. Après, j'ai monté un business pour travailler avec les clients fortunés au Crédit Foncier. Cette activité a été apportée à une banque du groupe Caisse d'Épargne qui s'appelait à l'époque la Compagnie 1818 et qui s'appelle maintenant Natixis Wealth Management. Et donc, je m'occupais dans cette banque que j'ai contribué à créer de toute l'activité crédit et de toute l'activité immobilière. Ensuite, je suis parti dans un fonds de private equity qui s'appelait Développement et Partenariat, où j'étais un des associés. Et donc on a fait des opérations de retournement, on a fait des opérations de LBO et des opérations de capital développement. Et ben ça m'a donné envie de devenir entrepreneur et j'ai créé le groupe financier Maubourg qui a racheté donc la société Élysée Vendôme dont je vous ai parlé avant et qui est organisée aujourd'hui autour de deux marques, Maubourg Patrimoine pour les clients particuliers et Maubourg Entreprise comme son nom l'indique, la clientèle d'entreprise. Elodie, dites-nous. En quelques mots, Voilà, dites-nous tout. moi j'ai commencé ma carrière chez BNP Paribas en banque privée et ensuite je suis partie pour créer mon cabinet pendant quelques années et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le groupe Maubourg pour remplacer une personne qui était partie en retraite et ramener mes clients qui m'ont suivi au sein de l'équipe. Voilà. Voilà. Alors, on a une autre personne qui travaille sur la clientèle internationale qui s'appelle Steph Nimby, que vous pourrez regarder aussi sur les différents webinaires qui ont été publiés sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Et lui, il a été directeur commercial dans une société de private equity, lui aussi, qui s'appelle Thomas Lloyd, qui est une société internationale qui est spécialisée dans les infrastructures. Il a été senior private banker au Luxembourg, notamment à la BIL et à BNP Paribas. Donc, il est aussi bien outillé pour accompagner nos clients. On a une antenne au Portugal qui est gérée par Christophe Purolan, qui nous écoute peut-être aujourd'hui et qui est présent sur place. Et on a une personne toujours dédiée aux Français qui habitent à l'étranger, qui s'occupe exclusivement de toutes les problématiques de couverture santé, prévoyance, et qui s'appelle Aline Souza et dont on vous a laissé l'adresse mail pour que vous puissiez la contacter directement si vous n'êtes pas content de vos assurances ou si vous souhaitez en souscrire. Pour vous rassurer aussi, on nous a dit qu'on n'était pas trop petit parce que il y avait des papiers à remplir et donc on est en fait contraint par une réglementation assez forte, hein. Donc le métier dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est notre métier de courtier en assurance et en réassurance. C'est ce qui nous permet de proposer de l'assurance vie, mais aussi de la santé individuelle, comme Aline Souza le fait pour les clients qui habitent à l'étranger. On a aussi une activité pour assurer les voitures, pour assurer les maisons, et on a aussi une activité d'assurance pour les entreprises, pour tout ce qui est santé, prévoyance, et pour les promoteurs pour leur activité de construction. Donc ça, c'est le métier d'intermédiaire en assurance et en réassurance. Pour pouvoir exercer ce métier, il faut faire beaucoup de formations, il faut être agréé par la CPR, qui est l'autorité de tutelle, et il faut s'enregistrer auprès de l'ORIAS. Vous pourrez vérifier que toutes nos sociétés, on en a trois, elles sont enregistrées auprès de l'ORIAS, et vous vérifierez toutes les habilitations dont elles disposent. On a un deuxième métier qui est conseil en investissement financier. C'est jamais simple en France, hein. Quand on veut faire un placement en private equity, en SCPI ou en compte titre, c'est un autre métier avec une autre autorité de tutelle qui s'appelle l'AMF, avec d'autres papiers à remplir, d'autres règles à respecter. Donc ce métier de conseil en investissement financier, on est agréé pour l'exercer. Troisième métier, quand on veut vous proposer un crédit immobilier,
quand on vous propose des comptes, des comptes à terme, il faut être ce qu'on appelle intermédiaire en opération de banque et services de placement. Donc ça, c'est aussi sous la tutelle de l'AMF, c'est d'autres papiers et d'autres réglementations à respecter. Et enfin, j'en termine par notre dernier métier qui est le métier d'agent immobilier. Donc on vous proposer des appartements, on a même une boutique à vendre aujourd'hui en plein centre de Paris. Donc pour exercer ce métier-là, il faut être agent immobilier, il faut avoir une carte de transaction qu'octroie la Chambre de commerce de Paris. Évidemment, on a cette carte et on peut vous proposer des produits immobiliers. On peut acheter pour vous des appartements en France si vous le souhaitez ou vendre des appartements dont vous pourriez disposer. Voilà un petit peu qui on est, d'où on vient. On a des implantations à Paris. Valence, c'est Elodie qui en est responsable. On est aussi présent sur Bordeaux et sur la Côte d'Azur. Tout ça, c'est le fruit de nos expansions passées. Donc voilà, je crois qu'on en a fini un petit peu avec tout ce qu'on souhaitait dire à nos auditeurs. On espère qu'on a été suffisamment clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, c'est pas la fonction chat parce que je me suis trompé quand j'ai écrit ça. Il faudrait peut-être que je le change un jour. C'est la fonction question-réponse. Je suis pas un spécialiste de l'informatique. Donc vous utilisez la fonction question-réponse comme les 3 auditeurs précédents l'ont fait. Si vous avez des questions à poser, si vous souhaitez joindre Elodie, il n'y a aucun problème. Vous avez l'adresse info-mot pour patrimoine. Vous écrivez à cette adresse, vous pourrez organiser une visio quand vous le souhaitez avec Elodie. N'hésitez pas. Pour terminer, on vous enverra assez vite un replay avec toutes les slides de présentation qu'on a utilisées aujourd'hui. Ben, écoutez, je vous remercie. Vous êtes quasiment tous là encore. Je vous remercie de votre attention, de votre patience. J'espère qu'on vous a intéressé, que Elodie vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.